Ladies and gentlemen, by way of introduction, this is a film about trickery and fraud, about lies. Alors Orson Welles, le magicien du cinéma, est un cycle qui tombe pile l'année du centenaire de la naissance d'Orson Welles. Il est né en 1915. J'aurais pu intituler le cycle autrement, j'aurais pu mettre Orson Welles le perdant magnifique, mais je ne voulais pas être trop défaitiste. Mais c'est vrai qu'il y a un côté comme ça chez Welles, il y a une ambivalence, il y a une ambiguïté. Welles est un homme mystérieux et sa carrière est éparpillée. Il y a autant de films inachevés, de films dont les rushs sont encore bloqués quelque part, de séries télé jamais abouties, etc., que de films finalement terminés, et souvent terminés dans son dos. Welles, bien sûr, ça évoque tout de suite Citizen Kane, un film qu'il réalise à 25 ans, en ayant carte blanche, en ayant obtenu carte blanche par le studio RKO, François Truffaut disait très justement que Citizen Kane est probablement le film qui a suscité le plus de vocations de cinéaste au monde. C'est un film brillantissime où Welles utilise son passé à la fois d'homme de théâtre, parce qu'il a commencé très jeune à faire du théâtre, et pas seulement comme acteur, mais également comme décorateur, comme directeur de troupe, le Mercury Théâtre qui va amener Hollywood pour tourner Citizen Kane. Et c'est aussi un film qui rassemble toutes les connaissances que Welles avait pu glaner dans ses années radio. La radio, c'est Radio Days de Woody Allen, c'est ces fameuses années 30. Welles s'est fait un nom également à la radio, et là, c'est le travail du son, c'est les chevauchements sonores, c'est les ruptures sonores, c'est comment on peut rendre musicale une partition, une partition qui est jouée par des acteurs. With one purpose only, to point out and make public the dishonesty, the downright villainy of boss Jim W. Getty's political machine, now in complete control of the government of the state. I made no campaign promises, because until a few weeks ago, I had no hope of being elected. Il faut se rendre compte à quel point Welles était en avance sur son époque. Citizen Kane, c'est une série d'angles d'attaque, une série de vues partielles et partiales sur ce personnage de mania qui va conquérir la gloire et la fortune, mais il perd son âme. C'est la modernité qui est en marche. Mais la modernité en 41, c'est à peu près 20 ans d'avance sur le cinéma d'un Godard, le cinéma même d'un Antonioni. C'est en avance sur la nouvelle vague. Et Dieu sait si Welles a été reconnu comme étant vraiment un des parrains de la nouvelle vague. Hein. Les premiers entretiens, c'est André Bazin, Doniol Valcroze qui les fait, etc. Et puis Truffaut, qui est un fanatique de Welles. Je veux dire que Welles, il nous propose un film où on n'aura pas toutes les clés, on n'aura pas à notre possession toutes les clés qui permettent d'ouvrir les tiroirs des secrets de ce Citizen Kane. Donc le récit devient plus ambigu. Le cinéma classique se caractérisait par la clarté narrative, et Welles, lui, obscurcit les choses. À la fin, Citizen Kane se termine par un plan qu'on avait vu au début. C'est un grillage, on est rejeté hors du domaine du citoyen Kane, de ce mania. Il est marqué « No trespassing ». C'est-à-dire la vérité ultime de ce personnage nous échappera. Au fond, Welles est un auteur qui, à mon avis, s'il avait démarré dans les années 60, aurait eu probablement une carrière bien plus sereine et plus de films aboutis. Mais il démarre une période où le système hollywoodien est un système d'airain, où c'est le producteur qui domine le système et pas le réalisateur. Alors évidemment, il a trouvé une parade, comme il a carte blanche grâce à un scandale, et Welles n'est pas un scandale près, c'est le scandale qu'a créé l'émission radio La Guerre des Mondes, hein, où il fait croire à l'Amérique entière que les Martiens ont débarqué. Et c'est ça qui l'amène sur un tapis rouge à Hollywood, où il se voit offert une totale liberté artistique, mais pour ce film-là uniquement.
Et très vite, alors l'apparat en question, c'était que pour Citizen Kane, il est producteur, scénariste, réalisateur, acteur principal, décorateur et même un peu chef opérateur, même si c'est Greg Toland qui l'épaule, et il le remercie d'ailleurs en le mettant en même grosseur de lettres sur le carton du générique, mais c'est clair que après ça, Wells perdra par exemple le droit au Final Cut. Et c'est dû à la fois à ce système des studios qui est extrêmement rigide à l'époque, et aussi à un aspect chez Wells qui est un peu le syndrome de l'inachèvement. Wells est un artiste qui veut continuer, c'est le moment de la création qui lui importe, et il ne veut pas laisser mourir son film, donc il ne veut pas que son film soit terminé. Pour lui, qui détestait revoir ses films, comme il se détestait comme acteur. Wells n'a fait l'acteur toute sa vie que pour payer des dettes et pour financer les films que les producteurs ne voulaient plus financer à sa place. Mais sinon, c'est quelqu'un qui effectivement, je veux dire, a ce syndrome de l'inachèvement et aussi qui est un boulimique de travail et quelqu'un qui doit s'éparpiller constamment. Après Citizen Kane, il se lance dans 3 projets différents. Ces 3 projets vont signer son arrêt de mort à Hollywood. C'est La splendeur des âmes personnes. Il n'a pas le montage final du film qui est fait derrière son dos, alors que lui est au Brésil en train de tourner un film qui lui restera inachevé, It's All True, et qui servait à consolider pendant la Seconde Guerre mondiale l'amitié entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, en l'occurrence le Brésil, où le dictateur et l'entourage du dictateur risquaient de basculer du côté de l'Axe, c'est-à-dire du nazisme. Et là, Wells fait une série de courts-métrages qu'il souhaitait rassembler dans un film unique, et ça capote. Le matériel est ramené à Hollywood, les négatifs sont bloqués, on lui enlève ses caméras Technicolor alors qu'il devait filmer le carnaval de Rio, etc. Et donc voilà, il se lance dans La splendeur d'un personne, on lui retire le montage, It's All True, inachevé, et Le voyage au pays de la peur est un film où il joue l'acteur, mais où il perdra très rapidement également le contrôle du produit fini. Et c'est tout le drame de Wells. Voilà, il était trop éparpillé et il n'a pas pu bénéficier d'un système qui aurait donné cette liberté artistique qu'auront plus tard certains cinéastes américains du nouvel Hollywood. Hein, je veux dire, les Scorsese, Coppola, De Palma, etc. Même s'il y aura le retour de bâton aussi, et qu'eux vont devoir rentrer dans le système également, et eux vont y réussir. Wells n'y réussira jamais. Un exemple très typique, La Dame de Shanghai, Lady of Shanghai, qui est un classique des classiques, qui est un polar merveilleux, est un film que Wells a désavoué au point que si vous regardez le générique, il n'y a pas de nom de réalisateur. Il est mis en lettres toutes grandes parce qu'il est la star du film avec son ex-épouse Rita Hayworth, qui était la star numéro 1 du studio, mais il ne veut pas mettre son nom au générique comme réalisateur parce que tout le montage lui a échappé, et ce film devait être encore une fois fortement d'avance sur son temps. Il voulait tourner La Dame de Shanghai en décor naturel avec des acteurs inconnus, un peu selon les méthodes du cinéma direct ou d'un John Cassavetes, mais non. Le producteur lui impose de tourner en studio, massacre ses plans séquences et l'oblige à tourner des gros plans des 2 vedettes, à savoir lui-même et puis surtout de Rita Hayworth. Et en plus, il l'oblige à utiliser une chanson, une véritable scie musicale qui va courir tout au long du film. Et que Rita Hayworth chante à un moment donné sur le navire. Voilà, donc perdant magnifique, oui, il y a le côté magnifique bien sûr, et au-delà de Citizen Kane, au-delà des thrillers comme Touch of Evil, là aussi qui sera massacré au montage, il y a aussi évidemment le lien de Wells avec Shakespeare, un lien qu'il a eu depuis sa jeunesse, depuis son enfance. Il paraît, il y a beaucoup de légendes au sujet de Wells bien sûr, mais il paraît qu'il jouait Shakespeare à 3 ans. Bon. Allez, admettons. Ce qui est sûr, c'est qu'il fera 3 versions de Shakespeare. Hein, il fera Macbeth en studio totalement, dans des décors de carton-pâte qui se disent comme des décors de carton-pâte. Puis il fera Othello, avec une production extrêmement chahutée, dont une partie est tournée à Mogador, l'ancienne Mogador, c'est-à-dire l'actuel Essaouira au Maroc. Ce sera d'ailleurs le seul film marocain qui obtiendra le Grand Prix à Cannes, parce que le dernier financier à rester dans le combat était le producteur marocain. Et Othello doit recourir à un montage extrêmement fragmenté, parce que Wells n'a plus l'équipe technique, il n'y a moyen de faire des plans très longs. Et donc quand vous avez un dialogue entre Iago et Othello, Iago est tourné à Venise et Othello est tourné à Essaouira,
parce qu'on n'a jamais su rassembler les mêmes acteurs dans un chant contre chant, il a fallu éparpiller les choses. Mais Shakespeare reste vraiment la base de Wells, et encore une fois, on retrouve cette idée qui est présente fortement chez Shakespeare, et notamment dans la dernière adaptation de Wells, qui est Chimes at Midnight, le Falstaff, où il joue le personnage de Falstaff, en faisant un digest de 4 à 5 pièces de Shakespeare. On retrouve deux aspects fondamentaux de l'univers de Wells. L'un, c'est la trahison. Les histoires de Wells sont souvent des trahisons. Les amis les plus proches se trahissent. Ça a commencé avec Citizen Kane, où Leland, qui était son ami le plus proche, eh bien, finalement, est trahi par Kane. Et bien sûr, Falstaff, lui, est trahi par ce jeune roi très ambitieux, qui était son compagnon de débauche et qui va l'envoyer aux oubliettes de l'histoire à la fin du film. Donc la trahison, c'est au cœur de Shakespeare et de Wells, et aussi la grandeur dans l'échec, où l'on retrouve évidemment ce titre que j'aurais pu mettre également, Wells, le perdant magnifique. I know not whether God will have it so, that in his secret doom, out of my blood he'll breed revengement, and a scourge for me to punish my mistreadings.